Bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. Comme chaque jour, c'est un journal tout neuf qui vous est destiné. Il est dédié aux arts, au spectacle et au lifestyle. Donc aujourd'hui, notre regard sur Dismaland, le parc d'attractions créé par l'artiste Banksy. Il a ouvert samedi dans une petite ville prolétaire à l'ouest de l'Angleterre. Dismaland, un parc d'attractions anti-joie, glauque, décalé donc. Arty. Nous serons en ligne avec le rédacteur en chef du magazine Les Inrocks qui a eu la chance de le visiter en avant-première. Au sommaire également, portrait de l'une des références absolues du monde du violon, Édouard Grach. Pendant plus de 60 ans, ce virtuose russe a survolé les fracas de son pays grâce à son archet. Aujourd'hui, il a 84 ans, il ne joue plus mais dirige l'orchestre Moscovia. Cette star du violon est venue prodiguer des conseils au célèbre Keshet Elon. Nous avons suivi ce personnage. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous cet été. Nous partons directement près de Bristol, en Angleterre, la ville natale de l'artiste anglais Banksy. Pas très loin de Bristol, il y a une petite station balnéaire sur le déclin qui a ouvert le fameux parc Dismaland. C'est l'antithèse d'un parc d'attractions normal, mauvais goût, accueil déprimant, activité peut-être glauque, on ne sait pas. Nous sommes avec Jean-Daniel Beauvalet, le rédacteur en chef du magazine français Les Inrocks. Bonjour Jean-Daniel, vous êtes là ? Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez eu le privilège de visiter en avant-première ce parc d'attractions très arty. Vous allez nous raconter tout ça, mais tout d'abord, un petit rappel des faits avec Marie Peter, si vous voulez bien. Welcome, welcome to Dismaland. Enjoy. Un accueil pas très chaleureux, une réplique brûlée du château de Disneyland, une Cendrillon morte dans un accident de carrosse et encerclée par des paparazzis. Bienvenue à Dismaland, le nouveau parc d'attractions de l'artiste de rue Banksy. Une cinquantaine d'artistes ont contribué à ce projet particulier installé en Angleterre. Eh bien, je suis un grand fan de Banksy. Je l'ai toujours été, c'est l'un de mes héros. Faire partie de ce projet, c'est fantastique. C'est surréaliste, humoristique, laid, c'est tout ça à la fois. Banksy l'assure, ce n'est pas un coup contre Disney. L'idée serait plutôt de demander au parc thématique de traiter de sujets plus sérieux, et tout ça en réunissant de nombreux artistes. Au fil du site, les visiteurs peuvent admirer des œuvres consacrées à la pollution, au gaspillage ou encore au sort des migrants avec ce bateau télécommandé. Dismaland en Angleterre est ouvert jusqu'au 27 septembre. L'entrée coûte un peu moins de 5 €. Voilà, alors on pose la question à vous, Jean-Daniel Beauvalet. Vous avez eu la chance d'aller le visiter, ce Dismaland, c'est si glauque que ça ? Oui, ça l'est volontairement, c'est-à-dire que c'est un hymne anti-joie, c'est un hymne anti-utopiste. C'est vraiment le réalisme dans ce qu'il a de plus glaçant, de plus froid. Et en même temps, ça en dégage une espèce de poésie assez troublante, assez émouvante. Parce que Banksy a toujours été comme ça, à la limite entre ce qui est très politique et ce qui est très poétique. Et là, il a atteint une espèce de rythme de croisière assez inouï et assez élevé. Alors justement, Jean-Daniel, quelles sont, je ne sais pas, les attractions qui vous ont... Enfin, les attractions, on peut parler d'attractions, mais enfin, quelles sont les œuvres ou attractions qui vous ont marqué ? Il y en a deux qui sont particulièrement marquantes. Il y a ce petit jeu, je ne sais pas si vous voyez, dans les parcs d'attractions où on pilote, les enfants, avec une petite pièce, pilotent des bateaux sur une espèce de piscine, en général autour d'îles un peu idylliques. Sauf que là, les bateaux sont remplis de migrants et ne peuvent jamais atteindre les côtes. Il y a un dispositif technique qui fait qu'on voit les côtes d'Angleterre, on voit les falaises de Douvres derrière, et les bateaux ne peuvent jamais les atteindre. Et c'est assez bouleversant parce que c'est un tel résumé, une telle fulgurance de la situation des migrants actuels que c'est vraiment assez bouleversant. Et une autre pièce qui est assez incroyable, là, qui a un choc physique, qui est signée Jimmy Cauty, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de provocations déjà dans le passé, qui avait notamment une fois, avec son groupe The KLF, un groupe de musique électronique, gagné tellement d'argent qu'ils avaient brûlé 1 million de livres sterling en billets de banque sur une île plus ou moins déserte, comme Happening. Donc là, il a reconstitué une ville entière à l'échelle 1,87e, à l'échelle des petits trains électriques qu'on avait quand on était enfant, sauf que la ville est en émeute absolue. Juste pour terminer, Jean-Daniel, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a 4 heures d'attente pour y entrer, le système de billetterie a craché, il y a beaucoup de gens qui veulent y aller, on parle même d'un faux site. Ce Dismaland est finalement fait le buzz sur quelque chose qui est très glauque. On n'est pas au cœur du livre de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, c'est-à-dire de l'art qui n'en est pas mais qui fait le buzz chez des gens urbains comme vous, comme nous.
Il y a toujours eu ça chez Banksy. Il y a eu à la fois la dénonciation et puis en même temps la complicité avec ce système du buzz. Donc il avait déjà fait venir 320 000 personnes à son exposition à Bristol, dans un musée qui n'était pas du tout destiné à ça. Pour quelqu'un qui a toujours détourné les codes de la culture pop, c'est une victoire à chaque fois, je pense. Merci, merci beaucoup Jean-Daniel Beauvalet. Merci. Le musicien qui va suivre a certainement et réellement vécu le banal, le glauque et la dureté de la vie sous l'ère soviétique dans les années 70 et 80. Il s'appelle Edouard Grach, c'est l'un des plus grands violonistes russes vivants. Il a 84 ans, nous l'avons suivi. Reportage David Gomba. Ce sera le point d'orgue de ce gala dédié entièrement au violon. Août 2015, opéra de Tel Aviv. Ces jeunes violonistes accordent leurs instruments et répètent une dernière fois avant le concert du soir. Leur point commun, tous ont appris auprès de cet homme, Edouard Grach. Une légende vivante du violon et le chef d'orchestre de ce soir. Ils savent tout, ils ont tout révisé. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu de chance. Sans la chance, rien ne se passe. Le président Reuven Rivlin, le chef de l'opposition à Herzog, le tout Tel Aviv s'est déplacé au gala de Keshet Elon, célébrant les 25 ans de cette académie de musique. Un tonnerre d'applaudissements retentit alors que ce monsieur de la musique classique entre en scène. Edouard Grach, 84 ans, et presque autant de violons derrière lui, en impose. Une maîtrise de son orchestre parfaite, au service d'une sensibilité hors du commun. De quoi séduire largement le parterre de mélomanes. Quelques jours après le concert, nous nous rendons au kibbutz Elon, à quelques encablures de la frontière libanaise. C'est ici que nous retrouvons le maestro qui s'y rend pour la 18e fois. Je peux vous dire que je reviens car il y a ici des masterclass incroyables. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les meilleurs du monde. Et j'ai ici de nombreux amis, ce qui explique que j'y revienne sans cesse. Né en 1930, il grandit dans une famille de juristes. À l'âge de 7 ans, il découvre dans la Pravda que des violonistes soviétiques ont remporté une compétition importante à Bruxelles. La gloire lui donne envie de s'adonner au violon. J'ai dit à ma mère, achète-moi un violon. Moi aussi, je veux gagner cette compétition. Il se trouve qu'en face de notre maison, rue Pouchkinsky, logeait le légendaire professeur Piotr Stoliarski. C'était le professeur de David Oistrakh. Piotr Stoliarski examine ses mains et décide qu'elles sont assez fines pour jouer du violon. Il le prend sous son aile. 1941, alors que l'URSS se jette dans la guerre, la famille Grach se réfugie à Novosibirsk, en Sibérie. C'est là qu'il va donner son premier concert en tant que soliste. Il n'a que 13 ans. Il y avait là-bas de nombreux musiciens évacués, et parmi eux des chefs d'orchestre. Mravinsky, Znederlinsk, Stadvich et d'autres évacués de Moscou et de Leningrad. Après mon concert, il a été décidé que je devais aller à Moscou, mais la guerre se poursuivait. Premier prix du concours Bartók, lauréat du concours Tchaïkovski, premier violon d'orchestre de l'État du RSS. Edouard Grach a tout remporté, tout obtenu. Et selon lui, être juif en URSS n'a jamais entravé sa carrière. Même en pleine guerre froide, alors que ses co-religionnaires tentent de fuir, lui représente l'Union soviétique partout dans le monde grâce à son coup d'archet. J'étais l'un des violonistes les plus demandés en URSS. J'étais celui qui voyageait le plus. J'ai traversé l'URSS en long, en large et en travers. J'ai été beaucoup à l'étranger. On ne m'a jamais interdit d'aller où que ce soit. Edouard Grach le reconnaît lui-même, il n'est pas toujours tendre avec ses élèves. Je suis très exigeant. Je ne suis pas un homme méchant ni rancunier, mais je demande énormément. Je place la barre très haut dans ma pédagogie. Je ne veux pas leur enseigner à bien jouer du violon. Je veux faire de chacun d'entre eux un vrai soliste.
Aujourd'hui âgé de 84 ans, il reconnaît qu'il a une vie passionnante et qu'il doit vraiment tout au violon. Sans aucun doute. Si je devais tout recommencer, sans hésiter, j'aurais choisi à nouveau le violon. Je n'ai jamais regretté d'avoir été violoniste. Le violon, c'est vraiment un instrument fantastique. On va parler marionnettes maintenant, mais pas n'importe quelle marionnette. On va parler de marionnettes avec un petit peu de cinéma dedans. Nous sommes avec Zvi Sahar. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, qui présente en ce moment un nouveau spectacle dans son pays, un spectacle à la fois poétique, féerique, incroyablement technique. Ça s'appelle Le sel de la terre. Merci d'être là. Est-ce que, Zvi, vous êtes d'accord pour qu'on regarde un court extrait et puis après on parle? C'est extrêmement joli, c'est très très poétique. Alors ça s'appelle Le sel de la terre. C'est vous, le metteur en scène de ce spectacle qui est fait en live. Est-ce que c'est du vrai sel ? Oui, on utilise une demi-tonne de sel, près de 500 kilos. Lorsqu'on a commencé à travailler sur le spectacle et que l'on a réfléchi aux matériaux qui allaient constituer les paysages d'Israël, on a pensé que le sel pouvait le mieux convenir, à la fois parce que c'est blanc et que l'on peut tout créer à partir du sel, et aussi parce que c'est une métaphore. C'est un matériau qui dévore tout, mais c'est aussi un matériau qui purifie tout. On a vu dans ce court extrait, c'est un spectacle que vous mettez en scène en live. Je voudrais savoir si, à l'instar des magiciens, vous n'avez pas le droit de révéler vos secrets. Et si vous avez le droit de révéler vos secrets, vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour réaliser ce spectacle en live? Eh bien, c'est exactement l'opposé de la magie. Je veux que les gens voient ce que nous faisons. Et pour cela, ils ont plusieurs focus. Vous pouvez voir en même temps ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez le voir sur le film, à l'écran, mais aussi simultanément, vous pouvez voir le making-of sur scène. Donc vous avez plusieurs points de focus. Vous pouvez voir les deux en même temps et tout est au service de l'histoire. Alors, j'ai dit en préambule que c'était du puppet cinéma, du cinéma avec des marionnettes avec un peu de cinéma dedans. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un concept technique? C'est un système, ou plutôt un langage théâtral, le style avec lequel je travaille. Je travaille à la fois avec les marionnettes et avec du cinéma, dans un théâtre, dans le but de créer la meilleure méthode pour vous raconter à vous, le public, une histoire. C'est pour cela que les marionnettes donnent quelque chose de bien matériel, tout comme le sel d'ailleurs, tandis que le cinéma apporte quelque chose de plus intimiste avec le public. Et les performances en direct apportent un genre différent d'intimité. En fait, tous les moyens sont mis au service de la narration. Alors justement, on va entrer un petit peu dans l'histoire. Donc ce spectacle que vous présentez, Le sel de la terre, est tiré d'une nouvelle d'Amos Kenan, qui est un très grand auteur israélien. C'est une nouvelle un peu sombre. Je la raconte, à moins que vous vouliez le faire en anglais, mais je vais le dire en français. Voilà, il y a un coup d'État en Israël, l'armée s'empare de tout le monde, et le seul endroit où on peut se réfugier, c'est à En Harod. Voilà un peu la thématique de ce spectacle. Pourquoi avez-vous choisi cette histoire très sombre, et pourquoi, Zvi, avez-vous choisi Amos Kenan? First of all, he's a great author, and I think this story, Eh bien, tout d'abord, c'est un grand écrivain, et je pense que cette histoire inclut nos peurs les plus profondes, et c'est quelque chose qui, vous savez, ça me fait peur. J'ai peur de la guerre, j'ai peur d'être chassé, j'ai peur de ne pas être en mesure de me déplacer où bon me semble. Je pense que c'est quelque chose, ce sont des peurs qui sont à la fois personnelles et collectives que j'essaye d'aborder. Et donc En Harod, peut-être que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, c'est un village d'artistes qui se trouve en Israël, au nord d'Israël. C'est quoi, l'art, c'est le dernier refuge? En fait, En Harod est le premier gros kibboutz à avoir été fondé. Il y avait quelques groupes auparavant, mais En Harod est le plus gros kibboutz et surtout le premier.
Ce que ça symbolise, eh bien, ce sont les racines du sionisme et les racines de la société que nous entendions créer et que nous souhaitons toujours créer ici. Pour le coup, c'est très très sombre. Est-ce que voilà, c'est un message politique, j'imagine. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans le pays, dans votre pays? Non, pas vraiment. Si je voulais dire quelque chose, ce serait plutôt à propos de la conservation d'En-Harod en tant qu'utopie que je voudrais rechercher. C'est cet endroit que j'ai voulu créer. Je veux que notre société ressemble à En-Harod, qu'elle soit basée sur leurs principes. Merci beaucoup, Zvi Sarar, et j'invite les gens qui sont en Israël et à Jérusalem à aller voir ce spectacle Sel de la Terre qui est vraiment magnifique, très poétique, très beau. Merci. Merci. La culture, c'est fini. On se retrouve demain, juste après. C'est l'info qui continue. Merci.